Salam alaikum Azul, bonsoir. Les mesures d'austérité, comme ils disent, n'ont même pas connu un début d'application que leurs effets psychologiques commencent déjà à se faire ressentir au sein des couches les plus défavorisées. Normal, comme dirait l'autre, c'est toujours le plus petit qui se mouille. Les habituels qafzin, qui en connaissent un bout en matière de rétention et de spéculation, ont commencé à faire main basse sur les stocks existants des produits désormais interdits à l'importation. Ils se frottent déjà les mains dans la perspective de juteux bénéfices. D'autres sont déjà en train de réfléchir comment produire certains de ces produits qui vont disparaître du marché. Des pirouettes à l'algérienne, puisque s'ils ne vont plus pouvoir importer le produit fini, ils vont importer les matières premières et les composants du dit produit. Le tout est de lui ajouter un petit chouïa d'ingrédients locaux comme de l'eau par exemple, ou de l'huile importée, ou du vinaigre importé. Et ainsi, pendant qu'un vent de panique souffle dans les catégories sociales les plus défavorisées, qui avaient déjà des difficultés à joindre les deux bouts, la société algérienne est frappée de sidération. Aucune réaction qui soit proportionnelle à la menace qui promet de laminer le pouvoir d'achat des plus faibles. Aucune protestation qui soit suffisamment forte pour exiger, pour imposer la prudence et le respect à un régime qui slalome entre ses propres mensonges. Hormis le branle-bas des réseaux sociaux, vent debout contre tout et n'importe quoi, qui viennent du pouvoir, une sorte de cacophonie et de véhémente protestation qui partent dans tous les sens. Hormis cela, c'est le calme plat chez les pseudo-syndicats, les pseudo-partis politiques, les pseudo-associations de protection du consommateur, les pseudo-médias, à un point où les Algériens commencent à comprendre que c'est à eux de s'organiser, de ne plus compter sur les forces opportunistes, sur les épiceries politiques et autres arracheurs de dents. Un peu partout dans le pays, des automobilistes se concertent pour protester contre les augmentations du carburant, à leur façon. Dans un stade, des supporters ont crié « Liberté pour Ali Ben Haj ». Oui, je sais que l'une et l'autre action n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais c'est pour dire que le potentiel d'indignation est bien là, et que même en l'absence momentanée de force qui pourrait le cristalliser, la société trépigne d'impatience. Elle commence à s'exprimer comme elle peut. C'est la soupape de la cocotte minute qui commence à tourner et à siffler. Et ces balbutiements de la contestation, encore inaudibles, encore brouillons, pourraient autant dégénérer dans une violence que plus personne ne pourrait contrôler, qu'enfanter une dynamique qui verrait l'avènement d'hommes et de femmes qui deviendraient très vite ces pôles autour desquels se rallieraient ces colères sourdes, ces aspirations à plus de justice, à plus de démocratie, à plus de vérité. Et elle est bien là, au bout du sombre couloir, cette promesse de militants sincères qui vont nous naître, qui vont émerger de notre sein et qui vont porter nos aspirations. Ils sont déjà là parce que la nature a horreur du vide. Et ils sont déjà là parce qu'ils seront les seuls véritables représentants de nos revendications, nos remparts contre les explosions de violence aveugles ou manipulées, contre le chaos. Oui, ils sont déjà là, même si eux-mêmes ne le savent pas encore. Parce qu'ils sont les fruits d'une froide colère, d'une détermination d'acier pour empêcher que notre pays ne sombre dans l'indicible. Ils sont là, même si nous ne les voyons pas encore, ces militants de la dignité qui, devant une situation très difficile et qui requiert de leur part une prise de position qui peut leur porter préjudice, leur nuire, n'hésiteront pas à prendre des risques, à s'engager. À ces militants d'avant-garde qui ne font pas de la comptabilité double, qui ne jaugent pas les circonstances à l'aune de leurs petits et gros profits et qui, comme un puissant ressort,
vont se déployer, s'engager pour l'honneur de dire, pour sauver leur pays, pour être la parole de leur peuple. Ce sont ceux-là, les piliers de demain. Ce sont ceux-là, les hommes libres. Ce sont ceux-là, les gardiens et les vigiles, les porte-drapeaux d'un peuple enfin libre. Vous les reconnaîtrez à l'acier de leur regard, à l'intensité de leurs paroles, à la façon qu'ils ont de se mettre en avant sans parader pour autant, la main tendue en commençant par essayer d'apaiser, de laisser une chance aux despotes de se reprendre. Ce sont ces militants de la dernière chance que nous attendions, que nous languissions, ces grandes âmes que personne n'avait remarquées et qui pourtant vont porter nos rêves, parce qu'ils sont déjà là. Aujourd'hui. La dépêche de Kabylie, Tizirnif, les stations d'essence prises d'assaut par Saïd Mouaz. Maghreb émergent, Algérie, augmentation des prix des transports à partir du 10 janvier 2018 par Abou Bakr Khaled. Al-Watan, présidentielle 2019, le FLN veut imposer le 5e mandat pour Bouteflika par Majid Magdi. Aujourd'hui, donc, pour en parler avec nous, Idir Ounoren, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Khelaf Azouaou, cadre syndical et militant. Merci Khelaf d'être avec nous. Merci pour l'invitation, M. Janet. Et depuis le Canada, Jamila Harshawi, orthopédagogue. Jamila, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, Azoul. C'est moi qui vous remercie et je salue vos téléspectateurs, surtout ceux qui se trouvent en Algérie, et vos invités aussi. Merci, Jamila. Alors, le titre de notre émission d'aujourd'hui est « Contestation politique, le militantisme en gestation ». Est-ce que, Idir Ounoren, est-ce que vous voyez quelque chose bouger? Est-ce que vous pensez que ça va bouger? Est-ce que vous pensez que ces leaders, ces militants que nous attendions vont enfin se cristalliser sur la scène publique? Bien sûr qu'ils vont arriver inévitablement, mais le souci, c'est qu'il faut d'abord planter le décor de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Un pouvoir omniprésent partout, un pouvoir qui se restructure de manière autoritaire, qui empêche la tenue de petites ventes dédicaces de livres un peu partout sur le territoire, et surtout en Kabylie, un pouvoir que je disais là, qui se restructure de manière autoritaire. Additionné à cela à des partis politiques omniprésents, à savoir le FLN et le RND. En parlant du FLN, comme vous savez, je tiens à rappeler aux téléspectateurs l'histoire du meeting de Médéa, où on interviewait, à contrario du meeting, et les citoyens disaient « Oui, je suis venu, on m'a payé 5000 dinars ». Oui. C'est un scandale. Et le FLN a dilapidé. Du FLN, oui, évidemment. Oui. Il y en a un qui a même dit « Je suis venu pour le RND ». Alors imaginez-vous. Oui, alors qu'il était dans un meeting du FLN. On parle du FLN parce que c'est un meeting du FLN. Ils ont dilapidé tout l'héritage historique du FLN. Du CRUA au FLN historique, à la Soumam. Ils ont dilapidé tout ça. Par rapport à ceci, un pouvoir qui se légitime par ce qu'on pourrait dire la légitimité historique, je suis désolé, la légitimité historique est derrière nous. M. Aït Ahmed Allah Rahmou était le dernier historique. Oui. Il y en a quelques-uns qui aussi se prévalent d'une légitimité révolutionnaire, plutôt d'une légitimité. Ceux-là aussi vont partir, c'est l'effet du temps. Comme on dit, mais c'est l'effet du temps. À quoi on assiste aujourd'hui? On assiste à une déliquescence de tout, à la fois de l'État, à la fois des acteurs, de la société civile, sans compter qu'on devrait maintenant, aujourd'hui, s'opposer. L'Algérie, ce n'est pas simplement des institutions, parce que le pouvoir, en général, s'exerce, dans certains cas, de manière supra-institutionnelle. Ce n'est pas dans les institutions. Et d'ailleurs, pour preuve, le seul événement, c'est par rapport à ce qu'a fait la députée du PT, qui demandait pour la langue terrestre. Tout à fait, oui. Ben c'est la seule fois où la rue s'est emparée du problème grâce à une institution. C'est la seule fois. Le reste du temps,
tous les gros soucis se discutent de manière supra-institutionnelle, au-delà évidemment de la loi des finances ou de quelque orientation politique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la société civile chargée de porter l'espérance de citoyens de différentes catégories de citoyens n'existe pas, elle est clientélisée. Comment aujourd'hui un État peut fonctionner avec des organisations de masse du siècle dernier? L'UGT Action des fonctionnaires, je suis désolé, nous avons un syndicaliste ici qui peut témoigner, l'UNFA, l'UNPA, c'est l'État. Les organisations de masse, tout comme à fait. ils disent. Et c'est l'État profond qui nous inquiète plus que le pouvoir, à travers lui, si vous voulez, le système. Maintenant, votre question, c'est est-ce qu'il y aura l'émergence de... Nous l'espérons. Mais pour cela, il faudra passer, parce qu'il y a un long processus à construire. Parce qu'il faut, pour moi, à mon avis, il faut déconstruire l'État-nation. Et le reconstruire. Le reconstruire comment? C'est faire un nouveau pacte d'union nationale. Je dis bien d'union, les mots ont un sens. À partir de ce moment-là, quand chacun trouve son compte en tant que citoyen, en tant que groupe de citoyens, à ce moment-là, on pourra envisager un avenir radieux, un avenir audacieux. Comment vous pouvez expliquer? Économiquement, nous sommes... c'est incroyable. L'Afrique du Nord en général, on aurait pu être la Chine de l'Europe, dans la sous-traitance, ne serait-ce que dans le textile, ne serait-ce que dans le montage, ne serait-ce... Et là, on n'a aucun projet. Ça aurait donné des dizaines de milliers On ne sait rien, on ne sait pas où on va économiquement, on ne sait pas où on va politiquement. Mais justement, vous disiez si bien les gens qui trouveraient leur compte. Mais jusque-là, beaucoup de gens ont trouvé leur compte, mais dans le partage de la rente. Et c'est ce qui empêchait une véritable réaction devant le gâchis, devant ce gaspillage, devant cet assassinat de toute une nation, l'extirpation de ses valeurs. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne va pas y avoir une sorte d'appel d'air qui va laisser émerger de véritables représentants de la société algérienne qui pourraient porter de véritables contestations politiques? Vous savez, c'est une question d'une extrême précision. Nous avons un système qui fonctionne, avec un pouvoir qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus autoritaire, mais ça, c'est l'héritage du mouvement national. C'est-à-dire un pouvoir qui est fortement personnalisé, au niveau des institutions, au niveau en fait, de la vie organisée, on va dire. Le souci, il est où? Et c'est majeur de le signaler. C'est que par rapport à un État formel, on peut avoir la vie qu'on a sur l'État, c'est un autre problème, il y a un État informel. Je n'ai pas à vous apprendre qu'il y a un État informel où tout le monde... Un pouvoir, disons. Non, un pouvoir informel. Oui, pas un pouvoir. Je parle d'un État informel parce qu'il y a des institutions dedans. Elles ne sont pas formelles, celles-là. Je suis désolé, quand un importateur ou quand veut avoir 100 000 $ à Dubaï, il va dans une épicerie où il a l'habitude de changer. Donc, ils ont des banques parallèles. Ils ont des relais parallèles. Ils ont des secteurs d'activité, que ce soit dans l'électroménager, dans l'informatique. Ils ont leur réseau. Et ça échappe au devoir citoyen de l'impôt. Mais le souci, pardon, est en train de s'assécher. Mais non, ouais, c'est en train de s'assécher. L'argent qui est manipulé dans ce cadre informel, il peut devenir mafieux du jour au lendemain. S'il ne l'est déjà. S'il ne l'est pas déjà, mais là je ne porterai pas de jugement. Je veux dire par là, c'est qu'on a deux États en parallèle. Et les uns, ceux qui tiennent l'informel, et ceux qui tiennent le formel. Le danger, il est là. Et la société, les populations algériennes sont au milieu. Elles subissent ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'augmentation des prix. On va arriver vers des crispations énormes. Khelef Zouaou, vous qui êtes syndicaliste, comment expliquez-vous cette absence de réaction des syndicats, y compris des syndicats autonomes, des partis politiques, des personnalités politiques dites indépendantes, de la société civile d'une façon générale, de la presse, des médias d'une façon générale? Comme si rien ne se passait, alors que nous sommes en train de vivre toutes les outrances possibles. Alors que nous parlons aujourd'hui de 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec cette menace de cherté de la vie qui est en train d'arriver à grands pas, comment expliquez-vous cette absence de réaction? Merci, M. Benchenouf. Donc, rebonsoir en notre fois pour nos téléspectateurs. Et je dis bonne année à tous nos téléspectateurs. Merci. Ma pensée va directement vers justement le petit père de famille qui n'arrive même pas à boucler 10 jours de son salaire. Donc, j'espère que cette année 2018 sera meilleure que les années précédentes. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, une bonne partie
de familles vivent avec 18 000 dinars comme rente. Oui. Au moment où certains les dépensent en une journée. Oui. Nous avons des familles entières comme ça, un petit partout sur le territoire national, qui vivent avec 18 000 dinars. Je ne suis pas d'accord avec vous, peut-être, M. Djamel, que tout à l'heure vous avez cité dans votre introduction pseudo-syndicats, surtout pour les syndicats autonomes. Je ne peux pas partager cet avis. Oui, les organisations de masse que nous connaissons très bien, le NFA, le GTA, le NPA, ainsi de suite, ça c'est des pseudo-syndicats. Mais en ce moment-là, je suis bien placé pour dire qu'il y a au moins 13-14 syndicats autonomes qui, d'ailleurs, c'est le seul sur le terrain qui existe aujourd'hui en Algérie. Avec un clone à côté de chaque syndicat libre. Certainement. Ça, c'est le travail du système, on le connaît très bien. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est daté depuis longtemps. Donc, on sait dans pratiquement chaque syndicat, ils essaient de placer leurs propres hommes. Et c'est ce qui se passe même dans les partis politiques. Absolument. On commence par un parti politique fort et avec le temps, on met des gens à l'intérieur. Soit il est partagé en deux, soit il ne fait plus mal comme avant. Donc aujourd'hui, je tiens quand même à saluer d'ici, de cette tribune, les différents syndicats qui mènent un combat de rue aujourd'hui. Ça fait pas longtemps, le 25 novembre, nous avons appelé à un sit-in au niveau des fusillés à Alger qui a été réprimé par notre pouvoir. Donc aujourd'hui, certes. Comment réprimer? Expliquez-nous. Donnez-nous des détails. Réprimer, je peux vous donner des détails. Comment ça s'est passé dans les faits? Le 25 novembre, il y a même une confédération de syndicats autonomes. J'espère qu'il va pas. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, depuis presque une année, mais il va y avoir la naissance de cette confédération officiellement normalement de ce mois de janvier. Si tout va bien, et si le système ou du moins tolère ça, même si moi je suis un petit peu pessimiste, je sais que le système fera tout. Parce qu'une confédération des syndicats autonomes, c'est une manière de dire qu'il y a aussi un autre syndicat. Mis à part ce syndicat misant que nous connaissons très bien, c'est des fonctionnaires, comme on avait dit notre camarade. Donc, il va y avoir la naissance incessamment, j'espère qu'on va y arriver. Donc, c'était pas la première action. Je vais revenir sur le 25 novembre. Expliquez-moi comment se fait la répression d'une manifestation. Justement. Comme vous voulez. Donc, nous sommes peut-être à la cinquième, si ce n'est pas plus, action d'un intersyndicat au niveau du pays. Donc, les deux marches que nous avons faites à Tizi et Bijaya, ça s'est déroulé d'une manière extraordinaire. Il y avait une réponse vraiment large. Tous les fonctionnaires ont répondu à l'appel. Et il y a les autres que nous n'avons pas pu tenir. D'abord, en Kabylie, vous avez pu marcher. En Kabylie, on a pu marcher. On ne vous a rien dit. On vous a laissé défiler, manifester. Même si à Tizi, nous avons fait un bras de fer avec le chef de sûreté, mais ils nous ont fini. Il y a la présence du PAPUI, que je salue, l'ancien PAPUI, qui était présent avec nous. Donc, on a fait la marche, une marche grandiose. Les 48 wilayas se sont déplacés à Tizi Ouzou. Nous avons touché avec une fleur à Tizi. Donc, tout s'est passé bien avec une prise de parole. Nous avons fait la même chose à Bijaya. Mais ce qui est dramatique et malheureux, c'est que nous n'avons pas fait la même chose à Boumerdes, à Blida et à Alger. À Alger, celle du 25, je pense que c'est la 4e. À chaque fois qu'on descend sur Alger, aujourd'hui, il faudra que les gens sachent que Alger, c'est une citadelle imprenable. Aucun syndicat, aucun parti politique ne peut marcher aujourd'hui à Alger. Il y avait, je présume, plus de policiers que de manifestants. Alors, la manifestation du 25, donc, ils nous ont bouclé la place du fusillé au niveau des ruisseaux. Et ils ont même osé prendre 4 chefs de syndicats et les ont embarqués, hélico-presto sur place. Donc, c'est ce que nous a poussé le reste de responsables en liberté à faire une conférence de presse au niveau des sièges de l'UNPEF. Et juste à la fin de la conférence, on était assiégés par la police. On était une affaire de 150 à l'intérieur et les policiers 5 fois ou 6 fois. Donc, ils nous ont dissociés. Nous avons reçu un ordre. 5 ou 6 fois plus nombreux que vous. Plus nombreux que le public. Ils nous ont dissociés. Nous avons reçu un ordre de vous évacuer de force ou de gré. Vous êtes libres maintenant. C'est ce que nous ont fait. Donc, ils nous ont évacués dans des autobus, soi-disant pour nous déposer à la gare. Et ils ont joué avec nous. Ils ont pris beaucoup de temps avec nous. Et ils sont partis. Ils nous ont déposé. Non, ils ont fait un tour avec nous jusqu'à Raya. Et on a fait le détour pour revenir sur la gare centrale à peu près à 16h ou à 17h. Fin de journée, il faut rentrer chez vous. Tout un chacun va penser à rentrer pour voir ses enfants. Donc, aujourd'hui,
Alger, on ne peut rien faire à Alger. Peut-être même une marche de soutien, peut-être pour ce soi-disant président qui va se représenter encore une 5e fois, peut-être ne sera pas toléré. Par peur, par crainte qu'il va y avoir des infiltrations à l'intérieur, peut-être ils vont dire autre chose. Donc c'est vraiment malheureux, et nous menons un combat justement dans cette spirale de violence-là. Donc c'est soi-disant, vous dites soi-disant syndicat, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a aussi le mouvement associatif. Aujourd'hui, il y a les cafés littéraires, où nous avons vu tout ce qui s'est passé à Béjaïa. Donc il y a une petite flamme qui s'allume maintenant en Algérie. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour que vous nous expliquiez pourquoi le régime tolère les manifestations, la tenue d'expositions, de cafés littéraires en Kabylie, qui ne l'acceptent pas, qui ne le tolèrent pas dans le reste du pays. Jamila Harshawi, à votre avis, avec cette pression sur le régime, parce qu'il n'a plus les moyens de sa politique, il n'a plus les moyens de pratiquer cette corruption de masse qui consiste à donner de la grande zerda de façon à avoir le plus d'alliés naturels possible. À votre avis, avec l'assèchement de cette rente qui lui permettait d'acheter un peu tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons assister à l'émergence de vrais militants qui vont pouvoir représenter des pôles autour desquels se rallierait la contestation et une vraie contestation? Ben, c'est ce qu'on souhaite, hein. C'est ce que souhaitent la plupart des compatriotes honnêtes, hein, qui veulent un changement. Donc, excusez-moi, il y a un retour de ma voix qui est un peu... Oui, mais souhaiter, c'est une chose, ça reste un vœu pieux. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les conditions sont réunies pour qu'aujourd'hui puisse émerger une vraie contestation politique, non pas des jacqueries dans la rue, non pas des manifestations qui cassent le mobilier urbain ou les voitures des gens, mais une vraie contestation politique, pacifique, qui revendique un vrai changement pour aller peut-être vers une transition, pour aller vers un vrai débat politique? Mais je vais vous dire une chose, en fait, c'est que moi, personnellement, je pense que cette révolution, en fait, elle a commencé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur les réseaux sociaux, par exemple, bien que le pouvoir a essayé d'injecter des agents, hein, de la propagande, c'est que cette révolution a commencé il y a longtemps, c'est vrai. On a donc commencé à titiller, puis à faire de la création. Et il y a même des vidéos actuellement qui font vaciller le pouvoir, au point où on ne parle pas seulement de main étrangère, mais ils racontent n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on assiste à des sottises, hein, de la part de ce pouvoir. On parle de quelqu'un qui se fait, par exemple, de l'argent sur YouTube, on l'accuse. Donc, une seule vidéo, c'est-à-dire que les jeunes, en fait, on a l'impression que ce pouvoir vit sur une autre planète, en fait. Ils sont dans un déni total. C'est presque un déni qui relève de la psychopathologie, là. Parce qu'ils voient bien que les gens sur Internet, c'est fini, il y a plus de, on est dans un monde qui avance. La génération de l'Internet se fait plus manipuler. C'est des gens qui vont au fond des choses, qui se documentent, qui lisent l'histoire, qui s'informent, malgré tout le blackout, en fait, qu'il y a. Et donc cette révolution, elle a commencé en quelque sorte. Sauf que les gens, c'est vrai qu'il faut une organisation de la part d'une certaine... Moi, en fait, j'en veux aux partis politiques, parce que c'est eux, en plus, qui participent à cette gabegie, si on veut, hein, les partis politiques. Et moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est vrai qu'on souhaiterait que ce soit organisé. On a peur que ça aille dans tous les sens. Oui, mais justement, Jamila Harshawi, c'est vrai que ça boue, ça explose dans tous les sens dans les réseaux sociaux, mais c'est dans tous les sens, en fait. Et il y a des chansons engagées qui ont fait bouger beaucoup de choses, qui ont été vues par des millions de gens. Il y a des pétitions, il y a des messages des uns et des autres, il y a des ralliements de création de groupes qui tous appellent à une contestation pacifique, mais réellement ramassée, où il y aurait une sorte de synergie entre les diverses dynamiques. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Les réseaux sociaux s'expriment, il est vrai, mais de façon très désordonnée.
une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Oui, mais vous savez, quand le peuple aura faim, un peu comme ce qui se passe en Iran ou ailleurs, ça va être imparable. Ça va être inévitable. Oui. Restez avec nous, Jamila Harshawi. Jusqu'à présent, ce régime, il a joué sur du velours. Il a eu un formidable, j'allais dire, caverne d'Ali Baba à côté, où ça lui a permis d'anesthésier le maximum de gens, presque beaucoup, j'allais dire tout le monde, mais non. Nous savons que beaucoup de gens vivent la dèche, vivent la misère. Mais il a réussi à anesthésier un grand nombre de la population, dans le même temps qu'à côté, il réserve ses forces. Nous avons un régime policier parmi les plus étoffés du monde par rapport au nombre d'habitants. Mais il y a aussi la propagande. Attention à la Syrie, attention à la Libye. Ou alors ces images qui nous ont montré de la décennie rouge, où on nous a montré des scènes absolument insoutenables. Ça veut dire d'un côté la carotte, d'un autre côté le bâton, et d'un autre côté la menace du bâton ou d'un retour à la violence. Et vous pensez que maintenant il aura les mêmes moyens de pouvoir continuer sur cette lancée? Moi, je pense que oui, parce que ce système, il a son appendice politique, mais ceux qui sont en charge de la décision politique, ils ont leur fondé de pouvoir. Leur fondé de pouvoir, c'est le FLN. C'est leur fondé de pouvoir. À partir de ce moment-là, comment dire que le système... FLN, pourquoi le FLN et le RND? Oui, parce que l'un est dans la continuité du FLN historique, c'est ce que je disais. On a tout dilapidé, mais ils sont là encore à parler. Mais la révolution algérienne, c'est une révolution extraordinaire. Eu égard au sang versé en commun entre les différentes populations algériennes, je parle de toutes les wilayas, on aurait fait une nation extraordinaire, diverse, multiculturelle, éduquée, civique. Et là, on ne se reconnaît même plus en tant que citoyen. Et ça va continuer. Vous avez des francophones, vous avez des arabophones, vous avez des laïcs, vous avez des islamistes, vous avez... Mais d'abord, si on se base simplement sur un point de vue de richesse culturelle, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on reste dans les clous ou on ne reste pas dans les clous? Donc c'est un problème d'éducation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le pouvoir n'a pas su émanciper les populations. On parlait tout à l'heure en off, ce n'est pas la référence du siècle des Lumières, qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est extraordinaire, je veux dire. En plus, il y a une falsification de l'histoire. Moi, je le dis, je m'assume en tant que berbère, je n'ai pas à chercher mon histoire à 4000 km de chez moi. Pour Yenayer et pour l'Académie, le président a souhaité que le décret soit... C'est une avancée et c'est le sacrifice de plusieurs générations. Mais je suis désolé, ce n'est pas plutôt dans la diversion? Oui, évidemment, mais que le pouvoir en face des éléments de propagande, ça c'est un autre débat. Il en fait des... ni les Kabyles, encore moins les Tlemcéniens, c'est un clin d'œil que j'envoie, n'ont attendu un décret pour fêter Naïr. Absolument. Donc, en fait, Naïr dans l'Ouest... c'est le produit, voilà, c'est le produit de lutte, Mais comme vous dites, la rente va diminuer. Moi, le souci, c'est que l'appel des prédateurs économiques sera toujours le même. Ce qui fait que sur certains segments, il y aura moins de place. Le danger est là, où le système peut se fracturer. Mais je pense que, globalement, ils pourront maîtriser. Ils ont la force légitime maîtriser de répression. Comment, lorsque la moitié de leurs ressources dont ils se servaient pour anesthésier les gens, pour les laisser croire que c'est une vraie prospérité, qu'ils sont bien heureux, et à côté, on agite l'épouvantail, le spectre de la syrianisation, ces moyens-là, ils ne les ont plus. Aujourd'hui, ils en sont arrivés à parler de planches à billets, à parler de réduction de l'importation de façon vraiment drastique, à parler de licenciement collectif, à parler de privatisation du secteur public. Et ils en sont arrivés maintenant à serrer la ceinture. Et là, ça va faire réagir, y compris leurs propres relais, y compris leur propre clientèle, qui ne vont plus avoir table dressée. Tout à fait, il n'y a qu'à voir. Il y a eu une tripartite qui a été organisée par le secrétaire général du Pas une tripartite, une réunion avec les membres de la tripartite. D'accord. Oui. Donc tout le monde était représenté. Parfait. C'était le secrétaire général du RDN, qui au passage est Premier ministre. Oui. Donc chef du gouvernement, pardon. De notre côté, M. Ould Abbas convoque une tripartite avec les mêmes personnes.
L'interrogation et la question méritent d'être posées. Et Pourquoi? il dit être contre la privatisation au moment où l'autre... Oui, tout à fait. Ça, c'est des contre-feux qui sont allumés, ou alors c'est que carrément ça s'agite. Mais ça s'agite, on n'a pas les éléments constitutifs pour pouvoir dire dans quel sens ça va aller. Mais le pouvoir, je pense, le système est pour le moment assez fort. Il ne réagira qu'en fonction de la rue. Et comme vous l'avez si bien souligné, si ça ne se passe pas de manière pacifique, on risque d'aller vers des échéances qui ne seraient pas drôles à vivre, parce que je suis intimement convaincu qu'aucune, sans porter de jugement, aucune institution ne pourra être le réceptacle des violences à venir, parce qu'elles sont multicatégorielles. Nous aurions les syndicats, nous aurions le mouvement islamiste, nous aurions les travailleurs, et là, ce sera la très violence, difficile. tout le monde sait que le régime s'en est toujours servi. Par Oui, exemple, les instrumentalisé, il a même émeutes qui instrumentalisé éclatent la ici et là, délinquance. tout le monde sait que le régime injecte ses propres baltagias pour s'en prendre aux vitrines des commerces, pour casser le mobilier urbain, pour s'en prendre aux dames qui passent, tout à fait, et pour faire réagir les gens. Ils disent « Ah, doula ou la hadnas, les voyous hadam ». Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, comme vous avez dit que le système et le pouvoir autorisaient les conférences et les cafés littéraires en Kabylie, il les a bloqués. Il les a bloqués, il ne les a pas tolérés. Et puis, dans des conférences, excusez-moi, c'est d'un ridicule absolu. Même dans un village, un petit village, parce qu'il y a des bourgs qui ont 12 000, 20 000 personnes, et ce n'est pas des communes, hein. Ils ont interdit, à tel point que certains camarades disaient, il y a une franchise universitaire, on va décider de faire une franchise villageoise. Si ce n'est pas des crimes de sang, ou des crimes d'honneur, ou des crimes, personne ne rentre. Il y a des gens qui étaient chargés de le faire. Khidlef Zouaou, au sujet de la Kabylie, aujourd'hui, force est de constater que c'est quasiment la seule région au pays qui porte une vraie contestation politique, culturelle, mais en tout cas une contestation organisée et une contestation souvent autorisée. Comment expliquez-vous ça? Je ne sais pas. D'abord la Kabylie, donc, depuis les événements 80, donc, on a repris la rue. Depuis les événements de 80 à ce jour, donc, la rue Kabyle appartient aux villageois, aux citoyens de la Kabylie. Donc, moi, personnellement, que vous voyez ici, j'ai pratiquement fait toutes les marches de Tizi, MCB ou partisanes et même syndicats. Donc, à aucun moment, on nous a interdit. Peut-être c'est une arme entre les mains du pouvoir pour dire qu'il n'y a que la région de Kabylie qui s'exprime. Donc, quelque part, c'est pour dire donc c'est la main étrangère, c'est marginal, il ne faut pas les suivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la Kabylie, donc, disons que c'est un espace démocratique. On l'a acquis. On ne peut plus revenir dessus. Mais pourquoi? Est-ce que parce que le régime laisse faire ou est-ce qu'il n'a pas les moyens? Il est obligé de laisser faire. Il n'a pas les moyens. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'il fait ça. D'abord, quand je dis la Kabylie, donc, moi je pense directement au village. Le village, c'est une structure la plus démocratique possible. Donc, c'est une république, on est elle-même. On ne pourra jamais interdire. Donc le fait que ma parole est libre chez moi, dans mon village, il va être libre dans ma commune et dans ma daïra et dans ma wilaya. On ne peut pas m'interdire ça. Surtout que j'ai dit après les événements de 80, donc là on ne peut pas en parler. Même les gens, ils sont par rapport à ça, ils sont prêts à mourir pour garder cet espace. Mais le problème qui se pose, c'est que ça reste insuffisant. S'il n'y a que la Kabylie, Bijaya et Tizi, jusqu'à quand? Et Bouira, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Maintenant, j'aimerais bien revenir sur la crise économique. Ce n'est pas la première, celle de 2018. Les gens n'ont pas une mémoire courte. 89 ne sont passés par une crise économique. Oui. Le système, il est toujours là. C'est pour ça que moi, je dis, sincèrement, il faudra comment contrecarrer justement ce système-là. Parce qu'à chaque fois qu'ils nous accusent, comme l'a dit mon camarade, arabophones, berbérophones, communistes, islamistes, à chaque fois, ils nous collent des étiquettes. C'est pour ne pas justement fédérer toute la nation autour des objectifs et des principes d'un projet commun. Donc aujourd'hui,
Sincèrement, il y a quand même des principes sur lesquels tout Algérien, tout citoyen, épris par ces principes-là, peuvent se consolider pour justement arriver à une deuxième démocratie, à une deuxième république. Moi, sincèrement, il faudra mettre Pourquoi vous dites deuxième république? Parce qu'il y a eu une première république? Ce n'est pas une première république, mais quand même, depuis 60 ans que nous sommes là, c'est une pseudo-république. Pourquoi ne pas dire pour l'avènement d'une première république? Oui. Oui, c'est l'avènement d'une première république qui va, disons, qui aura comme credo la démocratie, les droits de l'homme, les différentes libertés et la justice sociale. Et l'unité. Et l'unité. Et l'unité de la nation. Donc tout ça peut se faire. Peut se faire. C'est tout un chacun. Je ne sais pas, parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a une flamme qui est allumée un peu partout. Mais je sais que ce n'est pas pour demain. Je sais que Vous pensez que ce n'est pas pour demain qu'une vraie contestation va se mettre en place? Il ne faudra pas qu'on se trompe. Parce qu'un système qui a tout fait pour durer depuis 62 à aujourd'hui, d'ailleurs même un démocrate averti, il va te dire qu'on doit y aller par étapes. Tout à fait. On doit y aller progressivement. Sinon, c'est le chaos. Et c'est eux toujours qui vont revenir. C'est eux toujours, parce que la seule chose qu'ils maîtrisent, à part justement remplir les poches des citoyens, c'est la violence. Donc ils maîtrisent deux choses, le système. Ça veut dire réprimer, et quand ils n'arrivent pas à réprimer, acheter des gens. On l'a vu, même Katib Yassine l'avait dit. Oui. Il avait dit par rapport disons aux premiers militants de la démocratie, surtout la Kabylie. Oui. Ils disent qu'ils n'ont jamais abdiqué, ni devant les tortures, ni devant les emprisonnements, ni devant le harcèlement du système, mais certains ont abdiqué devant le luxe du système. Donc soit ils te répriment, soit ils t'achètent. Donc il faudra que maintenant, cette lueur justement d'espoir, que j'espère naîtra, je sais que doucement, il va arriver, mais doucement, il faudra qu'il... Le processus à construire. Le processus à construire doit se baser mais qui va le construire? C'est l'ensemble. Qui? C'est le petit citoyen, justement. Aujourd'hui... Mais il faut des forces autour desquelles se rallier. On ne va pas tous aller, 40 millions d'Algériens, ou du moins 20 millions d'adultes, aller chacun construire. Il faut que nous sachions qu'il y a des gens qui sont là, qui sont organisés, qui nous portent, qui portent nos contestations, nos aspirations, et autour d'eux, nous pourrions construire quelque chose. Je veux dire une chose. Oui. Dans chaque nation, pour un changement, il y a des prémices. Est-ce que les prémices aujourd'hui... Ils ne sont pas, justement. D'accord. Ils n'y sont pas, justement. Quand on assiste à des agressions quotidiennement, et que le petit citoyen ne lève pas le petit doigt, quand on assiste à des dépassements quotidiens, je l'ai dit la dernière fois, que Dieu, chaque jour-ci, que nous subissons des harcèlements quotidiens. Donc, il faudra que le petit citoyen, justement, réagisse par rapport à ce genre de choses. C'est à partir de là qu'on peut aller fédérer, soit dans un mouvement ou une personnalité politique, ou je ne sais pas. Mais il faudra que le petit citoyen soit imprégné de ces valeurs-là. Mais on a tout fait pour qu'il ne soit pas imprégné. Justement. Oui. Ce que dit le camarade, c'est un militant de terrain, hein, comme nous l'avons été un peu tous. Il faut prendre ça en considération. Le souci se pose en quels termes? Vous parlez de la Kabylie, et même ailleurs, je suppose. C'est que la Kabylie, par sa tradition de combat et de lutte, est en rupture. Et je me demande comment les spin doctors du système ne prennent pas ça en considération, ou des sociologues qui devraient s'intéresser là-dessus. Elle est en rupture idéologique avec le système. Ouais. Est-ce que les autres communautés nationales ou est-ce que les autres régions sont conscients de ça? On vous dit, premièrement, on est en rupture idéologique sur la démocratie, sur la condition de la femme, oui, sur l'école, sur le modèle économique, sur l'éducation nationale, quelle va être la langue d'acquisition des connaissances, comment redevenir une école performante, une université, qu'est-ce qui empêcherait de faire 4 ou 5 pôles d'excellence entre Oran, Constantine, Annaba, oui, et Alger. Quand vous savez que toutes nos écoles, regardez l'état de Polytech, l'état de l'EPO, l'INA, que sont devenues ces écoles? C'est des centres de formation professionnelle, ouais, tout simplement, une université. Quand vous savez que la fac de droit était réputée dans le bassin méditerranéen, la fac de droit d'Alger, vous imaginez? Donc c'est toutes ces questions. Et pour revenir à la Kabylie, il y a une espèce de maturité politique, mais c'est le fruit d'un combat, oui, de plusieurs générations. Et nous, on est arrivé au stade à dire nous sommes en rupture idéologique avec le régime. Il faut que ça se fasse de manière la plus apaisée possible pour qu'on puisse arriver, ouais, à finalement refonder la nation et dire, bon, ce pays, c'est quoi, c'est qui?
Et comment on va faire? Jamila Harshawi. Excusez-moi, ça juste Oui, très oui, important. oui, je vous en prie. Le souci, c'est que pour déconstruire, il faudrait aussi s'attaquer à la doctrine diplomatique de l'Algérie, qui doit être refondée. Nous, notre avenir, c'est quoi? C'est la Méditerranée et le Sahel et l'Afrique. C'est très important. Quelle est notre situation par rapport à la Ligue arabe? J'ai rien contre la Ligue arabe, elle existe depuis 1945. Et vous voyez, dans l'État, j'ai plus une Ligue arabe, c'est une Ligue de l'Arabie saoudite, point barre. Donc c'est toutes ces questions d'ordre d'abord géopolitique par rapport à la France aussi. Nous avons une relation qui est entremêlée. Et vous croyez que la France va aller, je rejoins le camarade tout à l'heure quand il dit le processus, les prémices ne sont pas là, mais même s'ils étaient là, on n'aurait pas pu exploser comme ça. Parce que la France, je suis au regret de dire, elle ne voudra jamais qu'un État algérien s'effondre. Avec 4 millions de concitoyens algériens en France, sans compter les échanges, sans compter tout ça. C'est tout un arsenal qu'il faut mettre en place. Par contre, si la société civile commence dans un processus construit, mais il faudrait que les choses se fassent. Regardez le mouvement Barakat. Bon, je ne sais pas, moi je n'ai pas participé, j'ai quelques camarades qui l'ont fait, mais bon, on reviendra. Jamila Harshawi, 2 questions pour vous. Alors, la première est, aujourd'hui, pour le moment, nous ne voyons pas émerger de véritables leaders qui pourraient porter la contestation politique, si ce n'est des extrémistes des 2 bords. Des extrémistes, j'allais dire laïcistes, et des extrémistes islamistes. Les extrémistes, je ne parle pas des laïcs et des islamistes, leurs extrêmes qui sont en train de s'exprimer. D'abord, pourquoi? Est-ce que c'est fait exprès? Ensuite, je vous poserai la deuxième question. Jamila Harshawi? Nous l'avons perdue, nous allons la retrouver. Ça s'est coupé? Ah, oui. Voilà. Jamila, vous êtes avec nous? Oui, oui. Vous avez entendu ma question? Oui, ça s'est coupé, mais je crois l'avoir entendu. Pourquoi les extrêmes des 2 trottoirs, si je peux dire, sont les seuls à s'exprimer sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux, où ils se tirent dessus à boulets rouges et ils occupent quasiment tout l'espace d'expression politique, alors que normalement nous devrions assister à l'émergence d'un véritable débat sur ce qu'il convient de faire pour essayer d'empêcher que le pire ne se produise. Mais en fait, ce qui se passe, ce n'est que des symptômes, ça. Et ça a été voulu aussi, parce qu'actuellement, le pouvoir est devant une impasse. Donc, d'après moi, il est devant une impasse et il s'est étranglé, en fait, ou il va s'étrangler avec ses propres mains. Hein, pour faire une métaphore, c'est que ce pouvoir a usé de tous les subterfuges. Et avec l'Internet, c'est fini. Ils ne peuvent plus avoir recours aux anciennes méthodes, en fait. Ce sont des méthodes révolues, archaïques. Justement, quand votre invité disait il aurait fallu que ce pouvoir émancipe. Pour émanciper, il faut déjà être émancipé à proprement parler. Parce que quand on voit des gens, dans la population qui ont un niveau 10 fois supérieur à nos dirigeants, moi je me vois mal de me faire émanciper par un sléba, excusez-moi. En tout cas, c'est... Ou par quelqu'un d'autre, ou par Ouihia et les autres. Ouais. Donc, il s'agit déjà, avant de dire il aurait fallu ceci, cela, on sait tout ça en fait. Mais il y a une crise de légitimité. Et cette crise de légitimité, un simulacre démocratique ne peut pas générer des fruits. À partir du moment où il y a un simulacre démocratique, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait telle et telle chose. Donc c'est un pouvoir qui est en train de piller, de vider l'Algérie. Ça a commencé il y a belle lurette. Et donc ils utilisent, en fait, pour Tamazirt, ils nous donnent les choses au compte-gouttes, en fait. Au compte-gouttes. En fait, si je peux expliquer ou résumer un peu le problème, c'est un peu comme un couple. Entre un couple, c'est une relation de partenariat. Donc, imaginons qu'il y a une femme qui a plein d'enfants et qui ne peut pas travailler. Donc, c'est normal, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire tout. Donc, on délègue des gens qui doivent s'occuper de choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas être partout. Et donc, cet homme-là, par exemple, le mari, qui est le pourvoyeur, qui est supposé normalement aller
je veux dire, à rapporter de l'argent, être le pourvoyeur, ben, il va passer son temps à s'amuser, à aller, je veux dire, boire de l'alcool, bref, s'amuser dans tous les sens du terme. Et puis un jour, ses enfants, je veux dire, sa femme tombe malade, ses enfants, wahad yahrag, wahad il devient, je sais pas, délinquant, l'autre il sombre, il devient drogué, tout ça. Puis ses enfants qui grandissent, ils se révoltent. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il va leur acheter du lait. Un peu comme le roi. Quand les gens ont eu faim, il a dit il faut leur donner du croissant. Des croissants ou du gâteau. Marie-Antoinette. L'histoire de la Révolution française. Oui. Donc Tamazight, c'est un peu des choses qu'on nous donne au compte-gouttes. C'est-à-dire que, voilà, on nous donne Tamazight à un moment où il y a des extrémistes, justement, qui font un travail de sape sur Internet. C'est des agents, à chaque fois, ils renouvellent, en fait, ils essayent de manipuler les gens sur Internet d'une certaine façon. Quand ils n'arrivent pas, ils changent de méthode. Et donc, il y a des gens qui viennent, ils se prennent pour des musulmans, puis qui font un travail de sape contre les musulmans. Il y en a d'autres qui viennent insulter les Kabyles en nous traitant de zouaves, en nous traitant de je sais pas quoi, alors que la question Tamazight n'a rien à voir avec la Kabylie. C'est une question, quand il y a eu la manifestation, la conférence de Mouloud Mamri, ils sont sortis pour la liberté, ils ne sont pas sortis pour Tamazight, pour la liberté d'expression. Quand les gens vont pour faire une conférence, justement, il y va de la liberté. Donc, les Kabyles, en fait, quand ils ont manifesté, toujours, ça a été un projet fondamental d'état de droit. Ils ne sont pas sortis pour des... Vous savez, quand il y a un état de droit, c'est quelque chose de central, de fondamental, puis par la suite, tout vient se greffer après. Il y a l'école qui va se redresser, il y a la liberté d'expression, il y a le multipartisme, les religions vont s'exprimer librement, je veux dire, le citoyen aura ses droits. C'est ça. Donc, et comment faire Jamila Harshawi pour aller vers une synergie de ces dynamiques, de ces forces, de ces aspirations, pour que les gens arrêtent de tirer chacun la couverture à soi? Pourquoi ne pas aller? Comment faire pour aller vers la rencontre de toutes les contestations pour en faire une vraie contestation politique avec un vrai objectif? Comment? Ben, il faut déjà désamorcer cette polarisation, parce que la polarisation a été voulue par ce système. Donc ce système qui nous infantilise, qui nous divise, il faut désamorcer ça. Il faut vraiment, je veux dire, essayer d'organiser déjà des débats. Moi, c'est ce que je propose, en fait, sur Internet. Bravo pour ce que vous faites, parce qu'en fait, vous invitez des gens de toutes parts pour s'exprimer. C'est déjà formidable. Parce que on assiste actuellement, pardonnez-moi, à des monologues, en fait. Donc, il y a des gens qui défendent l'islam avec passion, ils font des monologues. Ceux qui défendent, je veux dire, les extrémistes qui parlent au nom de tous les Kabyles, alors que moi, ils ne me représentent pas, ces gens-là. Et il y a aussi des extrémistes musulmans qui ne me représentent pas non plus. Donc, et Jamila Harshawi, je me permets... Là, il faut appeler les gens au dialogue, au débat. Et je me permets de vous interrompre parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Il nous reste environ 3 minutes. Ça passe vite, hein, ces émissions. Oui. Alors, vous avez à peu près 1 minute chacun. Allez, commence. Moi, je veux dire une seule chose. Si demain, on peut espérer une vie meilleure en Algérie, parce qu'on a vraiment beaucoup vu, beaucoup subi, il faudra qu'on ait un minimum commun. Et ce minimum-là peut être même le maximum. Ça veut dire se fédérer. Et ça doit commencer par Tajma'at, chez nous, et à notre espace dans un village quelconque, dans une autre wilaya, où il faudra qu'on inculque à des jeunes. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce que c'est que les libertés? Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme d'une manière générale? Si on arrive à inculquer ces 3 notions dans chaque Algérien, l'Algérie ira mieux. Je suis convaincu. Si je suis en face d'un démocrate, quelle que soit son idéologie politique, mais c'est un démocrate, il est islamiste ou libéral, ou je ne sais pas moi, on s'entendra. Il y a un SMIG politique sur lequel on va s'entendre. Et c'est le SMIG-là qui est le minimum, qui est le maximum aussi. Toutes les nations du monde,
aujourd'hui, disons que ceux qui sont à un stade avancé sont inspirés de ces trois choses-là. Une démocratie, une liberté, un droit de l'homme. Voilà. Oui, bon, pour conclure, moi, je ne pense pas qu'il y ait un homme providentiel qui puisse sortir ex nihilo de nulle part. C'est un long processus à construire, mais il y a de gros dangers qui guettent le pays. Il faut qu'on soit lucide et que les politiques soient lucides aussi. Un ordre juridique nouveau doit être installé. Juridique seulement? Oui, juridique. Quand je dis juridique, c'est-à-dire c'est d'abord, l'histoire de la nation, je reviens dessus, je suis désolé, l'histoire de l'État. Quand vous parlez tout à l'heure de République, la République est devenue peu vertueuse chez nous. Un ordre juridique nouveau, passer à un autre système, parce qu'il est très difficile maintenant de lier tous les Algériens. Nous avions cette histoire commune du mouvement national, de la Soumam. La Soumam, il ne faut pas l'oublier, elle a fait passer l'insurrection armée de l'insurrection à la révolution. Il y avait des documents historiques. Les gens s'arrêtent sur primauté de l'intérieur et du politique, etc. Il faut lire la plateforme. Ils ont même rédigé quelle va être la relation de la nation algérienne avec le peuple israélite, avec les autres communautés, avec les Européens qui... Vous avez bien dit israélite, pas israélien. Non, je sais bien. Non, tout à fait. Oui, j'ai bien compris. Ne vous inquiétez pas. Alors, très bien. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission. Ça passe toujours très vite. Je suis impressionné par votre façon de voir. Je vous remercie. Jamila Harshawi, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous serez souvent des nôtres. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à vous, chers amis, qui nous avez gratifié de votre aimable attention. Merci infiniment. Qawala khair, b'slama.